Laurent Larcher, qui est journaliste à La Croix, grand reporter, en particulier spécialiste pour la région Afrique. Laurent, vous animez l'association Liberté pour l'Esprit, que vous avez créée. Vous connaissez bien la Centrafrique. Vous avez été vous-même directement confronté à cette violence qui sévit dans le pays. Question, est-ce une violence singulière ? Merci en tout cas de nous partager votre témoignage et ce que vous avez vécu directement. Vous nous l'avez un peu raconté. Merci infiniment. Vous avez maximum un quart d'heure la parole. Merci Madame la Présidente, Françoise. Bon, je vais essayer de faire bref, mais ça va être très difficile. Quand je parle de l'Afrique, je tremble toujours. Il y a un proverbe en bara malien qui dit que les étrangers ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il est vrai que c'est toujours très difficile de porter un regard et une analyse sur l'Afrique, on devrait dire les Afriques. Enfin, c'est toujours un exercice difficile, donc allons-y prudemment. Mais quand même, ce qui se passe en Centrafrique est d'une telle gravité que nous sommes bien obligés de nous y plonger. Et là, je pense à Peggy, ce qu'il dit dans Notre jeunesse. C'est un peu je dirais, la phrase qui doit dicter le travail d'un journaliste, mais pas que d'un journaliste d'ailleurs. Peggy, vous savez, dans Notre jeunesse, dit il faut dire ce que l'on voit, et c'est plus difficile, voir ce que l'on voit. Alors qu'est-ce qu'on voit en Centrafrique ? Ou plutôt, qu'est-ce que j'ai vu ? Puisque le sujet est la violence et l'extrême violence, je vais vous raconter une scène de violence ou d'extrême violence. Et on va essayer ensemble de peut-être la comprendre. La scène à laquelle moi j'ai assisté, j'en ai assisté malheureusement à plusieurs, mais celle à laquelle je pense le plus souvent est celle du 9 décembre 2013. Donc rappelez-vous, dans la chronologie que Jean Arnold nous a brillamment dressée, nous sommes à 4 jours après l'intervention française. L'opération Sangaris commence le 5 décembre. Et là nous assistons à Bangui à un règlement de compte entre les communautés, donc entre ce qu'on appelle la Séléka et les Anti-Balaka, sachant que les Anti-Balaka ayant beaucoup souffert sous la Séléka, fort de la présence des Français, pensent que c'est à leur tour de faire payer ce qu'ils ont subi pendant des mois. Et ils s'en prennent, comme on vous l'a dit, à la Séléka, bien entendu, et au fond, à tous les musulmans de Bangui. Et donc voilà, moi je suis à Bangui le 9 pour faire des sujets pour La Croix, et à 500 mètres du camp de Mpoko, le camp de Mpoko est le camp des Français. Les Français tiennent l'aéroport international de Bangui, avec Camille Lepage, la jeune photographe qui travaillait avec nous à l'époque. Vous savez, celle qui a été tuée en mai 2014, en Centrafrique. Donc avec Camille, on arrive sur une scène de lynchage. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans un quartier dit chrétien, c'est le quartier combattant, dominé par les Anti-Balaka. Et là, on voit un homme à terre et une foule en liesse autour de lui et qui le découpe en morceaux. Donc ils l'ont tué très rapidement. Il était sur une moto, ils l'ont attrapé, ils l'ont brisé la tête contre le sol et la foule est tombée dessus. Ça m'a paru extrêmement long. Je me suis approché pour voir vraiment ce que je voyais. Je ne suis pas resté très longtemps, mais le peu que j'en ai vu m'a suffi. Ils ont découpé cet homme, ils l'ont commencé par les mains, les pieds, le sexe. Ils l'ont éventré, ils ont fini par le décapiter. Voilà, ça c'est une scène de la vie courante. Pourquoi l'ont-ils tué ? Parce que, me disait-il, je me suis surtout intéressé à ceux qui étaient du côté des bourreaux, si je peux dire. Et tous m'ont dit, voilà, c'est un colonel de la Séléka, donc un responsable musulman de la rébellion venue du Nord, qui nous a beaucoup fait de mal. C'est le colonel Mandras. Il a tué nos femmes, il a éventré des femmes enceintes, il a enterré un tel ou une telle vivante. Il aurait commis d'immenses atrocités.
Et donc il est passé par chez nous, on l'a attrapé et on lui a fait payer ce qu'il nous a fait payer. Voilà, donc avec Camille on décide de décrocher. Et alors pour la petite histoire, on s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas du tout un colonel de la Séléka, qu'il était effectivement musulman, c'était un Camerounais, mais qu'il revenait de l'aéroport où il venait de déposer sa famille. Il y avait un avion pour le Cameroun. Et en fait, il rentrait chez lui, c'était un commerçant, un bijoutier du quartier Kilomètre 5, donc le quartier musulman de Bangui. Et il avait été pris pour un autre. Voilà, c'est une scène, je dirais, banale. Elle n'est pas du tout extraordinaire en Centrafrique, en tout cas depuis 2013. Alors maintenant, voilà de quoi on parle quand on parle de l'extrême violence, en tout cas en RCA. En même temps, l'extrême violence, on ne peut pas non plus la réduire à celle-là. Parce qu'il faut essayer d'aller au fond des choses. Monseigneur Stinger et Jean Arnold vous a parlé des anti-Balaka et de la Séléka. Moi, il me semble que la violence à laquelle on assiste, et à laquelle moi j'ai assisté en tout cas, celle de la Séléka n'est pas exactement ou totalement de même nature, si vous me permettez cette expression, que celle des anti-Balaka. Celle de la Séléka, terrible, cette violence. On vous a parlé des Janjaouides, il faut voir ce que c'est que les Janjaouides. Il y a aussi les Agawa tchadiens. Les Janjaouides, vous savez, ce sont les milices arabes au Darfour, soudanaises, qui ont mis le Darfour à feu et à sang. Mais ces milices ou ces groupes armés ont eu sur la population centrafricaine une attitude au fond on appelle ça les razous, les razzias. C'est une violence de type prédatrice. Lorsqu'ils ont leur descente sur Bangui, leur offensive sur Bangui, c'est le long récit de villages pillés, de femmes violées et d'hommes tués, surtout ceux qui résistaient à leur arrivée, ou ceux qui prenaient pour des proches de Bozizé. Et ils y ont été vraiment... ils n'ont fait aucun cadeau à leurs adversaires. Ça, c'est indéniable. La réaction anti-Balaka, au départ, effectivement, est une réaction d'autodéfense, mais il me semble que s'ajoute à cela une forme de fureur, je ne sais pas comment dire, populaire, dans laquelle il n'y a plus de limite, dans laquelle s'exerce ou se manifeste une forme d'hyperpuissance dans l'horreur et dans la... Car il ne s'agit pas simplement de tuer l'autre, ce que faisaient et ce qu'on fait, et ce que font encore d'ailleurs les Séléka. Parce que on parle de la Centrafrique, mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui encore, notamment du côté de Bambari, vous avez des rapports extrêmement violents entre les communautés, entre toutes les communautés. Mais il me semble quand même que, en tout cas une partie des anti-Balaka, ont été au-delà, je dirais, de la mort de l'autre. Cet exercice de l'outrage sur le corps me semble plutôt singulariser la violence dite des anti-Balaka. Et ça, c'est important à noter. Alors, on aura l'occasion, je pense, notamment avec Jacques Semelin, je pense que Jacques Semelin reviendra sur ces questions-là, et puis de répondre à vos questions pour essayer de y voir plus loin, mais voilà, il me semble important de faire cette distinction. Alors la grande question, l'une des grandes questions, parce qu'il y en a bien sûr plusieurs, est-ce que cette violence est nouvelle ? Alors Jean Arnold vous a parlé un peu de l'histoire de la Centrafrique. Effectivement, c'est une histoire, un pays fortement marqué par la violence. Non seulement une violence historique, une violence liée à l'actualité également, et puis sachez que c'est une société au fond déshumanisée, dans le sens où, de la naissance à votre mort, vous vivez dans une insécurité totale. Vous êtes confronté au quotidien à la question de votre survie. Sachez que la plupart des Centrafricains ont à peine un repas par jour. Sachez que la Centrafrique est un pays où l'espérance de vie est en diminution depuis des années. Tout est compliqué en Centrafrique.
se nourrir, travailler, se déplacer. Alors, se déplacer d'un village à un autre, prendre la route, vous expose à des attaques. La justice, sachez que c'est un monde sans justice. On a rencontré un avocat qui nous a dit très bien, le palais de la justice, ici en Centrafrique, est un palais de l'injustice. Comme vous le savez, évidemment, tout se paye. C'est une culture de la corrompue, une société profondément corrompue. Les élites sont corrompues, presque toutes les élites sont corrompues, et celles qui ne le sont pas n'auront aucune chance d'accéder à des pouvoirs en vue. L'éducation, j'en passe, mais on paye ces diplômes, bien entendu. Les rapports communautaires priment sur les rapports de qualité. Voilà, c'est une société extrêmement violente. Donc quand vous naissez dans une société comme ça, et que vous survivez, nécessairement, elle ne peut pas ne pas vous pénétrer. Je dirais vous empoisonner. Alors je ne dis pas que tous les Centrafricains sont empoisonnés par cette violence, mais sachez qu'ils baignent dans une société extrêmement violente. Alors, est-ce que c'est propre à la Centrafrique ? Il me reste 2 minutes. Bon. Alors, bon, écoutez, je voulais développer 2-3 autres points, mais donc je vais vraiment les survoler. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'était évidemment pas propre à la Centrafrique. C'est quelque chose qu'on retrouve en Afrique, très souvent. Mais que c'est pas en Afrique. Il se trouve que à côté de la Centrafrique, vous avez la RDC, la République démocratique du Congo. Encore cette semaine, à Beni, grande ville du Grand Nord Kivu, au nord-est de la RDC, 17 personnes ont été tuées à l'arme blanche par un groupe armé, ougandais musulman. Et voilà, le Nord Kivu est connu malheureusement pour être une des zones, moi j'y suis allé très, très souvent, d'une violence dont vous avez à peine idée ici, en France. À côté de la RDC, vous avez le Rwanda. Est-il utile de vous rappeler ce qui s'est passé au Rwanda ? Et aujourd'hui encore, c'est une société extrêmement violente, même s'il n'y a pas de sang. Mais c'est un régime, enfin en tout cas il me semble, que le Rwanda n'est pas sorti de cette spirale de la violence. Bon, je ne vais pas étendre, je reviens du Tchad, où la bande sahélo-sahélienne, on parle beaucoup de Boko Haram en ce moment. Voilà, il y a en Afrique des foyers d'extrême violence. Est-ce que ça singularise l'Afrique ? Je ne crois pas, bien sûr. Si on regarde notre propre histoire, on voit que nous avons aussi une histoire dans laquelle la violence est est au cœur de notre histoire. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire des violences en Occident, donc je ne la fais pas. Mais je voulais vous parler d'Homère, etc., mais je ne le ferai pas. Homère, l'Iliade. Pour prendre juste cet exemple littéraire, mais sachez que cette violence littéraire passe ensuite dans l'histoire. Enfin bon, elle dit quelque chose de notre rapport à la violence. Je voulais vous parler de Saint-Barthélemy, de la Révolution française. L'attitude des GI américains pendant la guerre du Pacifique, la question des démembrements, elle n'est pas spécifique à l'Afrique. Les GI américains découpaient les corps des Japonais, envoyaient les membres chez eux, au point où Eisenhower a dû écrire un texte en disant « mais ça suffit maintenant, arrêtez de m'envoyer des bras, des nez, des oreilles, des Japs, et surtout arrêtez de le faire ». Bon, voilà. Donc cette violence, évidemment, n'est pas propre à l'Afrique. Maintenant, je finis là-dessus, alors, parce que vraiment, on me presse de finir. Cette violence, malgré tout, a aussi des choses singulières. Alors, je ne vais pas toutes vous les dire, mais la chose la plus importante, me semble-t-il, c'est celle de la jeunesse. C'est pas un hasard si, des deux côtés, vous avez des jeunes gens qui, expriment une violence, n'ont plus de limite. Et ça, il faut qu'on regarde ça en face. Et ce qui se passe en Centrafrique, je le vois ailleurs. Je le vois, moi, il se trouve que je m'occupe de l'Afrique. Je le vois dans les yeux de Boko Haram. Je l'ai vu pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je la sens au Tchad.
Burundi, on n'en parle pas du Burundi, mais la situation est extrêmement explosive, sur des mêmes ressorts, avec des jeunes gens qui sont prêts à en découdre. Voilà, enfin je vais pas... alors, il y a un problème, enfin en tout cas il y a une question liée à la jeunesse africaine. Sachez que cette jeunesse, pour la plupart, est une jeunesse qui n'a pas d'avenir, est une jeunesse qui n'a pas de présent, est une jeunesse qui veut vivre, qui domine en nombre, et qui se fracasse contre des murs, contre des systèmes, contre des personnes, contre une génération également, contre des clans qui privatisent les débouchés, qui les volent d'une certaine manière de leur présent et de leur avenir. Et ces jeunes sont tout prêts, pas tous bien entendu, mais une partie de ces jeunes sont tout prêts à basculer dans un camp violent. Il suffit d'un leader charismatique, de l'argent bien entendu, et ce qui se passe en Centrafrique se passera ailleurs. Je crois qu'on ne peut pas comprendre, je prends juste un parallèle, Boko Haram, si on n'a pas ça en tête. On ne comprend pas ce qui se passe dans le Sahel si on n'a pas ça en tête. Ce qu'on appelle les djihadistes utilisent l'islam, j'ai tendance à souvent le répéter, un peu, vous savez, comme un bélier, pour faire exploser la porte du château qui vous empêche d'entrer. Ils ont faim, ils veulent vivre, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas vivre, et beaucoup d'entre eux sont prêts à tout pour vivre. Voilà.